Quel bonheur. Quel bonheur, cher Cyril Dion, cher Arthur Keller, de vous recevoir aujourd'hui, pour ce moment si particulier. Quel bonheur, cher Pascal Bourreau, de voir aboutir ce projet de colloque que nous préparons, le syndicat Haute-Garonne Environnement et le conseil départemental, depuis longtemps. Quel bonheur de vous retrouver tous ici, mesdames et messieurs les élus, qui accompagnent au quotidien la vie et la transformation de nos cantons et de nos communes. Mesdames et messieurs les représentants des associations engagés dans la bataille contre le changement climatique, comme dans le bien vivre, dans nos quartiers et dans nos villes. Mesdames et messieurs les acteurs économiques, agriculteurs, bailleurs sociaux, artisans, qui construisaient et faites vivre nos territoires. Mesdames et messieurs les agents de notre collectivité, qui mettaient en œuvre nos politiques publiques, sociales et environnementales et assuraient le lien quotidien avec les citoyens. C'est donc un immense plaisir de vous accueillir au nom du président du conseil départemental, Georges Méric, dans ce lieu. Le pavillon République où bouillonne chaque jour le débat citoyen, la culture. Il y a encore quelques heures, il y avait du jazz sur cette scène et dans la salle. Les mobilisations face aux crises, mais aussi les débats pour comprendre le monde tel qu'il est et inventer un avenir souhaitable. Pour notre président, Georges Méric, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, ce colloque s'inscrit au cœur d'une ambition collective, une Haute-Garonne citoyenne, solidaire, écologique, une Haute-Garonne qui crée du lien pour donner ensemble du sens à nos vies. Du lien entre les femmes et les hommes du territoire, du lien avec la nature, du lien par la culture, du lien par l'éducation, du lien pour faire face aux crises, du lien pour construire ensemble cette Haute-Garonne souhaitable que nous appelons de nos voeux. Ce colloque intervient dans un contexte particulier qui a vu les crises se succéder, ou plutôt s'additionner, des crises sanitaires, climatiques, économiques, sociales, énergétiques, et d'ailleurs, certaines n'ont pas pu venir ce matin, qui concernent chacun d'entre nous, qui inquiètent nos jeunesses, qui nous renvoient à notre inaction collective, qui touchent les habitants de nos métropoles, frappés par les pollutions et les dysfonctionnements, comme ceux des zones rurales et de montagne, désorientés par des politiques nationales qui idéalisent la ruralité en oubliant les difficultés de ses habitants. Face à ces crises, nous avons dû agir dans l'urgence avec une priorité absolue, la solidarité, parce que dans chaque crise sont toujours les plus fragiles qui sont les plus touchés, des crises qui ont révélé les faiblesses de notre société, qui ont montré l'importance du travail fait et à faire surtout, pour se préparer aux conséquences du changement climatique. Des crises qui nous imposent surtout de mener la bataille contre les causes de celles-ci, en contestant un système économique qui met en péril la planète au profit de quelques-uns tout en creusant les inégalités. Nous savons ici que la crise climatique veut dire, lorsque cet été nous nous sommes mobilisés face à la sécheresse dans le prolongement de la bataille pour l'eau publique que nous menons depuis des années aux côtés des associations environnementales, des agriculteurs, des citoyens, des montagnards qui voient fondre les glaciers. Nous savons ici quel va être l'impact de la crise énergétique. Et nous savons aussi que la bataille pour un logement accessible et la lutte contre les passoires thermiques, scandale social et écologique de notre temps, n'a pas commencé avec la crise en Ukraine. Nous savons ici ce que nous devons à notre agriculture, à nos agriculteurs, et l'importance d'être à leur côté pour évoluer. Alors oui, ce colloque a une importance toute particulière, non pas parce que c'est une première, car il est inscrit dans une méthode de travail voulue par notre collectivité, mais parce qu'il est pour nous un point d'appui pour une nouvelle étape sur laquelle je reviendrai en conclusion. Nous avons besoin de comprendre, de débattre, parfois vivement, car ici, comme le disait Claude Guimaraud, même les mémés aiment la castagne, mais en nous respectant pour agir ensemble. Ce colloque n'est pas une première, car chaque étape de notre réflexion, depuis 2015, s'est appuyée sur l'écoute de grands témoins, venus nous apporter leur savoir, leur vision, leur éclairage, nous bousculer dans nos certitudes. En 2015, nous avons organisé un premier colloque, avant la COP21, où nous accueillions Serge Planton, et à la suite, nous avons adopté le premier plan pour la transition écologique du département, 2016-2020. 2017, un colloque intitulé « Eau et changement climatique, réagir en Haute-Garonne » avec Jean-Louis Etienne, nous a conduit à donner l'impulsion pour travailler avec un panel citoyen qui nous a conduit à mettre en œuvre leurs 130 mesures. 2009, colloque biodiversité sur 131, un bien commun à partager, avec Jean Jouzel, nous a conduit face à l'urgence à faire de la biodiversité un axe structurant de nos politiques d'aménagement du territoire, de la forêt de Buzet aux montagnes pyrénéennes. 2020, Imaginons le monde de demain, avec Rob Hopkins, fondateur du mouvement mondial des villes en transition, a été le point de départ de nouvelles réflexions sur la place des initiatives citoyennes.
Et l'acte 2 de la transition écologique 2020-2024 a intégré la dimension associative et citoyenne dans chaque politique. 2021, colloque Arbres et Forêts avec Francis Allais et Ernst Zürcher, nous a amené à replacer la question de l'arbre au cœur de nos préoccupations, avant même que les terribles incendies de cet été ne nous rappellent l'immense défi qui s'attache à la préservation de nos forêts. Ces colloques sont donc des points d'appui pour construire des politiques, mais ils sont aussi des moments de rencontre avec des citoyens, des acteurs qui souhaitent changer le monde ou simplement construire un projet collectif, avec des associations devenues des partenaires de nos politiques, avec des agriculteurs, des bâtisseurs, des commerçants, des industriels. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle rencontre que nous attendions avec impatience pour nous aider à réfléchir. Je vais donc vous laisser la parole, cette parole que nous attendons depuis des semaines, mais je ne pourrai conclure, connaissant mon président, sans avoir 2 citations. C'est une tradition ici. J'en ai retenu 2 qui nous accompagneront ce matin. La première, que vous connaissez tous, mais qui par les temps qui courent a un relief très particulier, celle qu'a cité notre président de Saint-Exupéry: nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Face à l'inquiétude, à la mobilisation de nos jeunesses, après des périodes de déni et d'inaction, elle doit nous habiter. La seconde, moins connue, est de Jules Guesde, s'adressant à Jaurès. Jaurès, je vous aime parce que chez vous, l'acte suit toujours la pensée. Une pensée qu'aujourd'hui nous devons construire ensemble et pour laquelle nous comptons sur vous. Une pensée qui ne peut avoir d'autre but que de pouvoir agir demain ensemble, agir avec vous, comme cela est le cas ici. Je vous remercie. Donner la parole à messieurs et mesdames les élus. On a beaucoup parlé de emporter et de mobiliser vers un autre récit à la fois politique et économique. Maryse Vezat-Baronia, donc vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, et justement ça c'est un point important pour vous. Comment emporter l'adhésion, comment créer l'adhésion, peut-être avec une méthode. Quelle est la méthode que vous utilisez? Bien, après vos interventions, Arthur Keller et Cyril Dion, des interventions passionnantes, des interventions éclairantes, des interventions inspirantes et même poétiques, nous allons, avec mon collègue Pascal Bourreau, faire un petit focus de quelques minutes, hein, on ne va pas vous retarder trop longtemps, sur de l'opérationnel, et en particulier sur de l'opérationnel dans nos relations, dans les relations que nous entretenons avec les territoires. En particulier, on en parlait ce matin avant notre échange et avant cette réunion, avant cette rencontre, avec les communes et les intercommunalités pour aller vers un autre modèle. Nous l'avons entendu, nous n'avons guère de choix. Et donc, nous avons fait le choix de ne pas être dans une relation verticale, dans l'injonction, dans la dimension punitive, vous savez, du type bon, votre projet est vertueux, ce sera plus 20%. Il ne l'est pas, ce sera 0%. Et effectivement, on considère que ce type de relation, d'abord, il est infantilisant pour l'interlocuteur, et ensuite, s'il est efficace dans l'instant, par effet d'aubaine ou par effet d'opportunité, on n'emporte pas l'adhésion, pour reprendre votre expression, sur la durée. Donc, nous avons fait le choix, collectivement, d'accompagner les porteurs de projets en amont des projets, avec de l'ingénierie départementale, avec le CAUE, hein, avec les services qui sont dans cette salle, notamment les services de la transition écologique, la mission du dialogue citoyen. Alors, c'est aussi diversifié que ce dont vous avez parlé ce matin, c'est-à-dire ça recouvre finalement tout le champ de l'intervention publique sur les territoires. Hein, ce sont des thématiques aussi larges que la végétalisation des espaces publics, en particulier un sujet très prégnant, un élu m'en parlait il y a un instant, des groupes scolaires,
la réflexion sur comment concilier sobriété foncière. On est tous attachés à cette sobriété foncière, mais aussi on est attachés à la qualité de vie. Comment réhabiliter avec des matériaux biosourcés, en reprenant des matériaux, comment réhabiliter le bâti ancien. Des plans alimentaires territoriaux pour faciliter les circuits courts, notamment dans la restauration collective. Ou développer des cheminements doux là où certaines communes se résument à des traversées de voies routières. C'est normal, hein, c'est le règne de la voiture, de l'automobile. Comment associer les citoyens au projet de l'amont à l'aval, ou comment faire vivre, bien sûr, les initiatives citoyennes. C'est donc le choix que nous avons fait, le choix du dialogue, de l'échange, de la formation, des ateliers, du partage d'expériences, mais Pascal Bourreau l'évoquera dans une autre perspective. Peut-être une autre question sur la façon dont vous appréhendez les projets des territoires. Votre mandat est particulièrement consacré précisément à l'aménagement des territoires et aux territoires eux-mêmes. Vous faites remonter les idées, comment vous faites? Alors, on en a bien conscience, hein, si on change de modèle, le propre des projets qui sont en lien, notamment pour faire simple, hein, avec la transition écologique et la protection de l'environnement, c'est qu'ils sont souvent innovants, puisqu'ils rompent avec le modèle et la culture dominante. Et donc, du coup, ils n'entrent pas dans les schémas très institutionnels, hein, des soutiens, par exemple, du département ou des soutiens d'autres collectivités. Et compte tenu du foisonnement et de la diversité de ces initiatives, nous avons mis en place, depuis déjà quelques années, des dispositifs très souples. L'un, par exemple, appelé carte blanche, des dispositifs qui soutiennent des expérimentations, c'est un mot très très important, hein, dans nos relations au territoire, pour coller au mieux, bien sûr, à des initiatives qui, par définition, sont hors cadre. Alors, quelques exemples, hein. Beaucoup de créations de lieux, d'espaces hybrides, dont le dénominateur commun est d'être des lieux de rencontre et de partage, Monsieur Dion. Des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux intergénérationnels, beaucoup de propositions d'habitat partagé, d'habitat participatif, avec des statuts, et vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Keller, qui ne permettent pas la spéculation. Des projets de béguinage, par exemple, hein, j'y étais il n'y a pas très longtemps dans une commune du sud de 500 habitants, en zone rurale. En termes d'expérimentation, ça a été un sujet même y compris dans les questions de la salle, nous accompagnons la création d'espaces tests agricoles, par exemple la maraîchage bio. Vous l'avez évoqué, Monsieur Keller, problème du foncier pour des installations. Donc ça permet aussi souvent à des néo-ruraux, hein, qui n'ont pas l'habitude de ce type d'activité, de tester aussi ce métier, de se confronter au milieu agricole. Voilà donc quelques exemples de notre démarche auprès des territoires, hein. Je voudrais encore, bien sûr, aussi en votre nom à tous, remercier Cyril Dion et Arthur Keller de redonner du sens, de nous aider à nous projeter, à créer un horizon, voire des horizons désirables. Nous avions conduit, ici même, en 2019, une démarche prospective qui s'appelait Haute-Garonne demain, avec l'objectif, et j'ai relu, c'était l'introduction de Georges Méric à cette démarche, avec l'objectif, j'ouvre les guillemets, d'écrire le récit du futur souhaitable en Haute-Garonne, puisque nous sommes dans ce département, à l'horizon de 2050. Et cela à travers une très large concertation citoyenne sur tout le département. Et le résultat, et je voudrais terminer sur cette note-là, a été fabuleux.
la moisson extraordinaire, un foisonnement de propositions, d'actions souvent très opérationnelles, parfois très modestes, pour faire, en gros, société ensemble et pour habiter différemment notre planète. Pascal Bourreau, donc vous êtes président de la commission transition écologique, transport et mobilité douce et aussi président de Haute-Garonne Environnement. Que propose ce syndicat mixte pour la transition? Les transitions. Les transitions, c'est le bon mot. Haute-Garonne Environnement, oui, c'est un syndicat mixte qui regroupe 300 communes et 97 associations du département. Beaucoup de leurs représentants sont ici présents et il organise pour les élus et techniciens des communes des journées thématiques autour de l'environnement, de la transition écologique, en ayant une approche très pragmatique de ce qui peut se faire dans nos territoires. C'est par exemple la visite d'une ressourcerie à Caser, la visite d'une station d'eau usée dans le Lauragais. C'est aussi des données intéressantes pour s'engager par exemple dans la rénovation énergétique des bâtiments avec l'ensemble des aides disponibles pour justement réaliser ces opérations. Et ça permet aux élus d'échanger ensemble. Et l'idée, c'est un petit peu, comme l'a évoqué Arthur, de créer un réseau de territoires résilients, de retrouver des terrains de vie, un mot cher à notre regretté Bruno Latour. Et je vous l'annonce, Arthur, nous allons proposer à nos adhérents une journée entière consacrée à ces questions de résilience et de développer les pistes de solutions que vous avez pu évoquer. Si vous le voulez bien. Je m'en réjouis. Voilà. Merci. Peut-être juste une dernière question, puis après, ça sera à votre tour. Il y a aussi des actions par rapport aux particuliers, par rapport aussi aux enfants, on en a parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, les jeunes publics, c'est vraiment fondamental. Donc, on développe des outils pédagogiques à destination des collégiens au départ, mais maintenant, on adapte nos outils pour les plus jeunes, donc à partir de 7 ans, des outils pédagogiques. Le dernier qui est sorti des cerveaux de nos personnels très qualifiés au sein du conseil départemental, c'est l'outil sur la biodiversité, précédé d'un outil Agir pour le climat, avec la compréhension du phénomène du changement climatique en partant du global pour aller au local, avec la territoriale qui est la représentation des départements de la Haute-Garonne, afin de mesurer tous les impacts du réchauffement climatique et d'avoir une prise de conscience de plus en plus forte et qui s'adresse aussi à nos communes. Beaucoup de communes réservent nos outils sur une semaine entière afin de donner à voir à leurs habitants. Il y a environ une dizaine d'outils pédagogiques qui sont disponibles, mis à disposition gratuitement. Et c'est ce qui permet aussi d'être dans la démarche de créer en quelque sorte un effet boule de neige de nature à contrer l'augmentation des gaz à effet de serre. Et pour cela, nous avons toujours beaucoup de réservations. Une centaine d'outils ont été utilisés depuis le mois de janvier. Donc ça montre que ça correspond à une vraie envie d'apprendre, de comprendre et aussi d'agir. L'important, c'est de donner l'envie d'agir pour justement avoir un territoire plus résilient et s'engager concrètement vers la transition écologique. S'informer et agir. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez une question ? Oui, une question peut-être qui s'adresse à Cyril. Après l'été caniculaire qu'on vient de subir, j'ai l'impression, et j'espère, qu'il y a eu une prise de conscience, en tout cas dans mon entourage, sur la nécessité d'agir. Et là, je m'adresse à vous qui avez parcouru le monde ces derniers temps. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience nous, on est Français, on est Européens, on est 70 millions, on est, je ne sais pas combien, quelques centaines de millions. Et qu'est-ce que c'est par rapport aux milliards d'Asiatiques qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre mieux, de manger, de se déplacer.
Et souvent, je me pose cette question, qu'est-ce que c'est que notre part face à cette masse humaine et puis cette masse d'intérêts. Pourquoi vous vous posez cette question-là? Pour me rassurer, peut-être. Non, mais qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, de toute façon, moi, ce que je fais, ça sert à rien parce qu'il y a les Chinois et les Indiens? Est-ce que c'est ça le fond de Moi, je me le dis pas, mais souvent, quand j'essaye de faire passer un message, on me répond ça. Et vous qui avez voyagé récemment, est-ce que vous constatez cette prise de conscience dans ces pays qui demandent à se développer? Déjà, c'est des pays qui sont tellement vastes. Je suis allé en Chine la dernière fois en 2018, je crois, et je suis allé en Inde en 2019. Oui, fin 2019. 1,4 milliard personnes, avec des populations extrêmement hétérogènes, des gens qui sont dans des modes de vie de plus en plus occidentalisés, d'autres qui vivent dans des campagnes avec des modes de vie traditionnels qui n'ont rien à voir. Des systèmes politiques qui n'ont rien à voir non plus. La Chine, c'est un gouvernement autoritaire extrêmement centralisé, avec une politique très descendante, avec énormément de contrôle. L'Inde, c'est une sorte de patchwork de plein d'étages de gouvernements locaux, nationaux, les États, avec des gens qui n'ont pas les mêmes langues, qui n'ont pas accès aux mêmes informations et qui ne sont pas soumis aux mêmes règles pour une bonne partie d'entre eux. Donc, vraiment impossible de généraliser. En revanche, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que des populations de ces pays-là touchent à un certain nombre de limites dont on a parlé. Une des plus grandes craintes du gouvernement chinois, ce sont les émeutes liées aux questions écologiques, parce que la pollution de l'air, parce que la pollution de l'eau, c'est catastrophique en Chine. On a des estimations qui pensent que c'est près de 80% de l'eau potable qui est rendue impropre à la consommation par des pollutions diverses qui sont notamment liées à l'industrie. Donc ça, les gens commencent à le sentir. Pour autant, il y a une sorte de frénésie consumériste qui en Chine est très impressionnante. Très, très impressionnante. Utilisation du plastique. Et en même temps, une réalité, par exemple, à Pékin ou à Shanghai, vous n'avez pas le droit aujourd'hui d'acheter une voiture thermique. Si vous voulez acheter une voiture thermique, il faut vous mettre sur une liste d'attente. Parfois, il y a des milliers de gens avant vous. Puis en règle générale, ceux qui ont le permis, c'est ceux qui ont des accointances avec le régime. Parce que la pollution de l'air est trop importante. Donc il y a déjà un mécanisme pour convertir des scooters, des deux roues ou des voitures à l'électrique, sans dire que c'est la panacée, mais en tout cas, c'est leur réalité. Donc ils sont déjà confrontés à ça. En Inde, de la même façon, il commence à y avoir une remise en question très vaste dans plein d'endroits de la pollution plastique, parce que ça devient ingérable. Il y a trop de plastique partout. En Chine, ils ont commencé à refuser d'ailleurs d'avoir un certain nombre de containers qui venaient de nos pays à nous, où soi-disant ils récupéraient notre plastique pour le valoriser, mais en fait ils en ont déjà tellement qu'ils n'en veulent plus. Donc c'est sûr que tous ces gens sont en train de percevoir des limites. Même les Chinois ont commencé le gouvernement chinois a commencé à sanctuariser 30% du territoire pour le laisser à la vie sauvage, parce que là aussi, ils sont obligés de comprendre qu'il y a des dynamiques écosystémiques qui sont indispensables et qui sont en train d'être trop dégradées. Mais ils sont dans cette dissonance cognitive dont je vous parlais. On commence à mesurer les impacts et en même temps, on est dans cette espèce de récit. Les Chinois sont presque aussi capitalistes que les Américains maintenant. Enfin, c'est fou furieux. C'est-à-dire que c'est une forme de capitalisme d'État avec une économie qui est quand même dirigée et tout ça. Mais il y a aussi un Eldorado incroyable. Et moi, j'ai des amis chinois qui me disent, honnêtement, c'est beaucoup plus facile de monter une entreprise en Chine qu'en France. Et on peut beaucoup plus faire tout ce qu'on veut et être dans une espèce de boom économique incroyable, quoi. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à nous, et j'essaie d'être bref, mais c'est très important de ne pas se cacher derrière le fait que
Enfin, vous devez entendre ça très souvent. Ah, mais la France, c'est 1% des émissions. Donc, de toute façon, même si on faisait tous des choses géniales, ça ne changerait rien. Pour moi, il y a deux problèmes à ce raisonnement. Il y a un problème qui est un problème éthique. C'est-à-dire que si on ramène ça à chaque individu, l'empreinte écologique d'un Français est considérable. Et si chaque être humain sur la planète vivait comme un Français, ce serait encore plus intenable que ça l'est aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les dernières estimations, mais à une époque, on disait qu'il faudrait 3 planètes et demie, comme si chacun vivait comme un Français, en gros. En termes d'empreinte carbone, maintenant, on est descendu un peu autour de 9 tonnes, entre 9 et 10 tonnes par an et par habitant. Donc il y a un côté extraordinairement indécent à se dire, bon, nous, on peut continuer à vivre à crédit comme ça parce qu'on n'est pas nombreux, finalement, parce qu'on est juste 67 millions. C'est un peu dégueulasse de réfléchir de cette façon-là. Bon, l'autre chose, c'est que le récit qui a contaminé le monde et qui est ce récit croissanciste, extractiviste, etc., il est quand même parti d'Europe, il s'est exporté aux États-Unis et il a prospéré largement là-bas. Mais ce qu'on a coutume d'appeler l'Occident, qui est donc cette espèce de bloc entre l'Europe et particulièrement l'Europe occidentale et les États-Unis, est vraiment le cœur de l'émergence de ce récit. Donc, si cette partie du monde commence à faire émerger, même si c'est à la marge et même si c'est par des voies discordantes, des récits nouveaux, il me semble que ça a un impact très intéressant sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, sur l'Asie, qui pendant longtemps ont regardé de notre côté et du côté des États-Unis en se disant c'est ça qu'on veut. Et donc s'ils commencent à se dire même les gens qui habitent là-bas se désolidarisent de ce récit parce qu'il est insoutenable écologiquement et parce qu'il crée aussi une forme de détresse psychologique, une forme de crise de sens où les gens ne savent plus très bien pourquoi ils sont sur cette planète. Est-ce que je suis là pour aller bosser pendant 42 annuités maintenant pour pouvoir avoir des petits interstices pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant la retraite, ou éventuellement je pourrais faire un petit peu ce que j'aime, mais sinon pendant tout le reste de ma vie, que ça soit en partie à l'école qui m'a préparé à la société telle qu'elle est, et ensuite quand j'ai bossé, j'ai juste fait tourner cette machine économique en faisant quelque chose qui ne me plaît pas forcément, on est des êtres rationalisants, donc en règle générale, on rationalise après. On se dit, non, mais j'aime bien mon boulot, c'est sympa et tout ça. Enfin, quand vous voyez les études sociologiques, 80% des gens disent qu'ils feraient autre chose si ils n'avaient pas de problème d'argent. Si vous aviez 20 millions sur votre compte ou s'il y avait un revenu universel qui existait, 80% des gens feraient autre chose. Il faut quand même se poser la question. Donc, ça aussi, pour moi, c'est un moteur extraordinairement important. Un message de l'Occident vers ces pays-là en disant il y a une limite écologique, mais ce n'est pas forcément ce qui va vous rendre le plus heureux non plus. Bonjour, je voudrais d'abord remercier Arthur et Cyril de nous faire un autre récit pour nos sociétés. Et je m'appelle Patrice Renard et avec un nom pareil, on est forcément écologiste. Je voudrais faire un témoignage, je suis élu municipal depuis 2 ans, donc depuis pas très longtemps. Et ce que je constate, c'est que la plupart des élus, maires et conseillers municipaux, sont clairement préoccupés par la situation et manquent d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque finalement de réseau, et c'est important ce que dit le conseil départemental sur la mise en réseau, parce que ce que je note, c'est que souvent les idées pour la transition écologique, c'est de planter des arbres. Alors c'est chouette de planter des arbres, mais c'est largement insuffisant. Et en termes de récit, ce que je note aussi, c'est qu'on reste toujours sur le même récit. Et ce que disait Madame Lange, France Nature Environnement, par rapport à l'autoroute Castres-Toulouse, c'est dans ce récit qu'il faut toujours aller plus vite, toujours plus accéder à quelque chose de plus vite. C'est aussi le sujet de la nouvelle ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux. C'est vrai, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui s'opposent à cette ligne parce que forcément, c'est de la techno et c'est forcément génial.
Et donc, je pense qu'il faut... Est-ce que vous avez une question? Parce que comme il y a pas mal de questions, excusez-moi de vous presser. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une rupture culturelle à avoir chez les individus, mais aussi chez les élus. Et je voudrais faire aussi un point sur un sujet qui a été très peu abordé. Mais, non, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y a pas mal de questions derrière. Pardon. Sur la question de la santé mentale des gens, la société est en très mauvaise santé et on ne se préoccupe pas de ça. Et comment demain on va faire pour amener des gens qui sont en précarité, qui sont en très, très mauvaise santé mentale, comment on va les amener à cette transition écologique? Oui, alors je réponds vite fait. C'est bon, oui. Ouais, parce que comme il y a pas mal de questions, on va essayer de faire circuler, mais c'est effectivement une question. Santé mentale, c'est un sujet à part entière, c'est pas mon domaine, donc voilà. Mais simplement, par contre, le fait de créer quelque chose de nouveau, le fait de, comme je disais tout à l'heure déjà, de passer à l'action. Et donc, on ne peut pas demander aux gens de passer à l'action. Il faut les stimuler, il faut leur proposer des choses, il faut être force de proposition, il faut être créatif, il faut qu'ils aient envie, il faut les inspirer, etc. Il y a plein de choses qui sont faites et c'est très bien, mais il faut encore que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde sache qu'on est sur un territoire où il y a des choses qui se passent. Si tout le monde ne le sait pas, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais tout le monde le sait, ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde sache. Donc il faut communiquer, et ça ne veut pas dire juste campagne de com classique, ça veut dire en parler régulièrement, tout le temps, aller voir les gens, stimuler les réseaux, être en cohérence. Parce que si on communique à fond là-dessus, c'est très bien, mais si on continue de communiquer en parallèle sur d'autres choses qui sont incompatibles, c'est pas bien. Ça envoie de la confusion. Quel est le message global que reçoivent les gens? Il faut qu'il soit cohérent. Donc il faut communiquer. Et à partir du moment où les gens auront des possibilités de passer à l'action et qu'ils le feront, ils ne se détacheront pas du système, pas complètement, pas tout de suite, mais malgré tout, ils vont, une fois de plus, retrouver un peu de sens, ils vont retrouver de la joie de faire et un sentiment d'utilité pour des choses qui font sens, et justement se prendre du recul par rapport à certaines puissances qui écrasent. C'est une des réponses à la question aujourd'hui, à la fois des cognitives, psychologiques, à la fois également du fait que tu disais que les gens ils voudraient faire autre chose, la plupart, effectivement, dans les études qui sont là-dessus, ce qu'on appelle des fois le brown out. Le brown out, c'est la perte de sens. À quoi bon? Qu'est-ce que je fais? Ça sert à quoi? Etc. Bon, justement, on peut redonner du sens. Il y a moyen. Hein. Il y a non seulement le besoin, mais en plus, il y a les idées. Sauf que les gens ne passent pas encore à l'action. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et la com passe beaucoup, là, joue beaucoup là-dessus. Monsieur au milieu. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Aurélien. Je suis ingénieur en reconversion. Merci pour tous ces discours. Et quand je vous écoute, en fait, je vois vraiment un fossé entre le discours d'Arthur, de Cyril, et puis les projets que proposent nos élus. Je vais essayer de vexer personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit beaucoup de projets qui sont, alors c'est bien, hein, qui sont dans la création, dans la construction, en fait, mais qui vont au final amener quand même toujours de la croissance. Il faut les faire, peut-être, je ne sais pas. Et ma question donc, pour les élus, madame et monsieur, c'est de savoir, est-ce que vous avez commencé à initier des réflexions pour porter des projets qui, justement, adressent plutôt une forme de décroissance, une forme de déconstruction, voire de démantèlement, pour pouvoir, justement, laisser de la place à la régénération de la nature, entre autres. Et... Et donc voilà, okay, ils m'ont coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais l'essentiel est là, oui, tout à fait. Merci. Pascal Brault. Oui. Effectivement, le travail du conseil départemental, c'est justement de préserver ces ressources de biodiversité par le conservatoire des zones humides, le classement d'espaces naturels sensibles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, notre problème, c'est peut-être la communication, effectivement. Mais ce débat, croissance-décroissance, pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir une action sur la croissance des biens essentiels, la santé, l'éducation, et la décroissance de tout le superflu. C'est ça qu'il faut maintenant engager comme action concrète. Et pour ça, le département Jean-Michel Fabre vous donnera tout à l'heure dans la conclusion quelques éléments, mais on est vraiment engagé pour embarquer
toute la société, au moins au niveau du département de la Haute-Garonne. Mais notre idée, c'est d'aller plus loin. Et je crois beaucoup à la vertu de l'exemple, l'exemplarité qui peut être mise en place et les actions qui doivent venir aussi des citoyens. Il faut vraiment travailler main dans la main avec justement aussi la création d'une assemblée citoyenne qui va être saisie de tous les problèmes de transition écologique. Donc c'est comme ça qu'on va avancer tous ensemble. Merci. Est-ce que vous voulez juste un petit mot de conclusion et après on va conclure cette matinée? Je voulais rebondir, mais c'est hyper rapide, hyper rapide. Pour dire qu'effectivement, il faut travailler tous ensemble. Travailler tous ensemble, ça implique aussi de stimuler, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas demander aux gens spontanément de venir individuellement pour travailler tous ensemble. Donc ça doit venir des élus, mais pas que. Il y a ici, je sais, dans cette salle également, des têtes de réseaux associatifs. Ça doit aussi venir des réseaux existants. Il faut stimuler ces réseaux et ensuite effectivement travailler en collaboration pour construire des choses. Et il faut bien se dire aussi une chose, c'est que ça demande du courage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans le cadre et il y a des choses qui vont même peut-être contre le cadre. Il faut savoir ce que l'on peut faire chacun de vous, en tant qu'employé peut-être, mais en tant que citoyen. Pas juste en tant que consommateur ou père de famille ou mère de famille, mais vraiment en tant que citoyen. Et également les élus. Être un élu citoyen et pas juste un élu qui fait son boulot, point barre. Tout ça, comment on peut ensemble mettre en place des choses qui vont tout de même au contact, quoi. C'est-à-dire qui vont aux zones de friction, là où ça fait un peu mal, là où ça grince et là où ça remet en question le système. Et globalement, je peux vous dire une chose, c'est que si vous avez des super projets mais qui ne dérangent personne, c'est que vous ne changez rien. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ça veut dire que ça ne change rien. Si ça change les rapports de force. Si ça change les rapports de force, il y a des antagonismes. Il faut presque les rechercher, ces antagonismes. Après, ce n'est pas évident à gérer, mais on peut toujours essayer de négocier. Ok, j'ai compris que tu pensais que tu allais être perdant dans ce changement. Ce n'est pas grave, peut-être qu'on va le faire quand même si je te propose ça en contrepartie. Est-ce qu'on peut travailler sur les contreparties ? Ce n'est pas facile, etc. Ce n'est pas magique. Mais bon, voilà, il faut y aller, il faut aller au contact, il ne faut pas avoir peur d'aller dans la friction, il ne faut pas avoir peur de sortir de son rôle. Je termine en disant que chacun de nous, régulièrement, on a des appels, des conseils de ce qu'on peut faire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est consommer moins de viande, c'est vrai, allez-y, consommez moins de viande. C'est voyager moins, prendre moins l'avion, machin, ok, allez-y. C'est faire moins ceci, moins cela, ou changer quelques usages en tant que... Ok, très bien. Ça, c'est en tant que consommateur 9 fois sur 10, en tant que particulier. Et en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ? Donc, ensemble, collectivement. C'est là qu'il faut trouver les moyens de s'engager. Et donc, une fois de plus, il y a des gens qui sont dans des réseaux ou qui même gèrent des réseaux ici, peut-être ici, certainement là, et vous avez un rôle à jouer qui est massif, quoi, qui est majeur. Allez-y. Merci beaucoup. Cyril, juste une phrase, un mot de conclusion ? Ce qui est aussi souvent un point commun des humains, c'est qu'ils ont de l'énergie pour faire des choses qu'ils aiment. Donc cherchez à faire des choses qui vous passionnent, à faire des métiers qui vous passionnent. C'est là où vous passez le plus clair de votre journée quand même. Donc parfois, certains d'entre vous ont des métiers et en plus des fonctions d'élus. Mais entre, je sais pas, 22 et 62, vous allez y passer énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de matière grise. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Qu'est-ce qui vous permet d'exprimer vos talents ? Si vous aviez 20 millions sur votre compte en banque, est-ce que vous feriez la même chose qu'aujourd'hui ? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à réfléchir à ce que vous feriez si vous aviez 20 millions sur votre compte en banque. Parce qu'en règle générale, ce que vous auriez envie de faire, c'est l'endroit où vous allez avoir le plus de puissance transformatrice. Si vous pensez à tous les gens qui vous ont inspiré dans votre vie, que ce soit des artistes, que ce soit des politiques, je sais pas, des scientifiques, c'est que des gens, c'est pas des gens que vous retrouvez à la machine à café le lundi matin et vous leur demandez comment ça va et qui disent comme un lundi. Vous voyez ? C'est pas des gens comme ça. Mais non, mais c'est vrai. C'est pareil pour les collectifs. Si vous voulez réunir des gens, essayez de penser à ce qui est le dénominateur commun et ce qui intéresse tout le monde sur le territoire. C'est la petite anecdote que Rob Hopkins racontait souvent avec les villes en transition, quand il disait nous on essayait de créer des villes en transition à des endroits et puis on venait et puis on disait bon alors qu'est-ce qui réunit tous les gens, quoi ? C'est quoi leur dénominateur commun? Donc il est anglais, Rob. Est-ce que c'est genre le changement climatique? Est-ce que si on dit changement climatique, tout le monde a envie de se réunir? Bon, peut-être ça va venir, hein, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Est-ce qu'on dit, je sais pas, si on dit pic pétrolier ou déchets plastiques, genre, non. Est-ce que si on parle de la bière? Ouais, peut-être la bière, parce qu'on est anglais et qu'on aime beaucoup la bière. Et il me disait, en France, j'ai vu des endroits où ils faisaient des soirées, donc lui il disait wine and cheese, donc vin et fromage.
Voilà, c'est le truc. C'est une sorte de prétexte d'abord pour se réunir, pour être ensemble, pour avoir l'élan d'être ensemble. Et une fois qu'on est ensemble, on réfléchit. Qu'est-ce qui te préoccupe, toi? Et puis, j'ai envie de vous dire, donnez-vous une stratégie et des objectifs atteignables. C'est ce que je raconte là dans le petit manuel de résistance contemporaine. C'est un révolutionnaire serbe qui a une espèce de théorie du changement en 9 étapes, et dont une, c'est une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. Si, et c'est ce qui m'est arrivé plein de fois après des projections de demain, vous commencez par vous dire « Ouais, on veut que Toulouse, ça devienne une ville zéro déchet ». Et vous vous réunissez, et c'est arrivé dans certaines villes, et parfois vous êtes 100, 200, 400, génial. Bon. Sauf que transformer Toulouse en ville zéro déchet, vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain. La plupart du temps, vous n'avez ni la stratégie, ni les moyens, ni l'organisation qui vous permet d'y parvenir. Et donc pendant 6 mois, vous avez un groupe qui va grenouiller comme ça, en se disant on va faire des groupes thématiques, on va parler de ci, on va parler de ça. Michel, tu vas t'occuper de ça. Luc, tu vas t'occuper de tel truc. Sandrine, gna gna. Et puis au bout de 6 mois, en fait, vous avez fait un composteur collectif en bas d'un immeuble. Et là, il y a une partie du groupe qui dit vas-y, quoi, je vais pas passer tous mes jeudis soirs pour un composteur collectif alors qu'on avait dit qu'on faisait la ville zéro déchet. Oui, mais parce que vous n'avez pas une adéquation entre votre objectif, votre stratégie et vos moyens, et que vous n'êtes pas donné des étapes. Et ce que disait tout à l'heure Arthur sur le fait de pouvoir se nourrir d'accomplissements, c'est de se dire, quand je dis que c'est une succession de petites victoires atteignables, le but c'est de se dire, c'est quoi le premier truc qu'on peut gagner, mais qui est atteignable avec nos moyens, avec notre organisation. Et une fois qu'on a réussi ça, et qu'on est tous vachement contents et qu'on s'est donné de l'énergie, c'est quoi la deuxième victoire atteignable? Et d'essayer de paver le chemin pour que chacune de ces étapes vous emmène à la grande victoire que vous voulez obtenir. Et, pour mêler les deux choses que je vous ai dit, en faisant, encore une fois, en sorte que les gens qui travaillent sur les différents ateliers ou les différents trucs soient dans leur champ de compétences et dans des choses qu'ils aiment. Parce que sinon, si c'est que du militantisme sacrificiel, ça ne tiendra pas. On a déjà des millions de trucs à faire. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi intéressant de le faire dans le cadre de votre métier. Parce que empiler les trucs, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous bossez toute la journée, puis après, il faut s'occuper des enfants, et puis après, il faut ranger tous les trucs que vous avez achetés dans cette société de consommation géniale, tondre la pelouse, faire le ménage, et qu'en plus, il faut aller ramasser les déchets en forêt, et qu'il faut faire des crêpes pour le stand Alternativa, enfin, vous voyez. Bah oui, à un moment, on arrête, parce qu'on est trop fatigué, puis on en a marre. Donc, c'est aussi une forme d'efficacité de se dire ce que j'ai vraiment envie de faire, la différence que j'ai envie de faire dans ma vie, j'ai envie de la faire dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai envie de la faire collectivement, j'ai envie de le faire dans quelque chose qui me nourrit. Moi, c'est ça. Moi aussi, on me demande tout le temps ce que vous avez demandé, Arthur. Comment vous faites pour... est-ce que vous dormez bien la nuit? Comment vous faites pour continuer? Pourquoi vous n'êtes pas déprimé? Mais moi, je ne suis pas déprimé parce que j'adore ce que je fais et que je ne le fais pas pour sauver le monde. Je suis conscient depuis un certain nombre d'années maintenant que je n'y arriverai pas avec mes petits bras. En revanche, j'essaie d'être dans une dissonance cognitive la moins importante possible, c'est-à-dire faire des choses dans lesquelles je crois, faire le maximum de ce que je peux faire moi pour essayer de participer à rendre ce monde un peu plus habitable, un peu plus accueillant, et en faisant des trucs, encore une fois, qui me rendent heureux, et qui me nourrissent, et qui me donnent de l'énergie. Parce que sinon, c'est infernal, cette idée. Le but de vivre, c'est quand même de vivre au départ. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut que chaque journée soit exceptionnelle. Que chaque journée, vous aimiez des gens, que vous soyez aimé par des gens, que vous soyez fiers de ce que vous avez accompli en vous couchant, que vous y trouviez du sens, que vous ayez créé des choses. C'est ça qui est important. C'est pas de se projeter en permanence dans une espèce de futur absolument apocalyptique. C'est de vivre chaque journée comme si c'était la dernière d'une certaine manière, et donc d'en faire une aventure la plus excitante possible. Merci à tous les deux pour cette rencontre exceptionnelle. Jean-Michel Fabre, vous avez ouvert, je vous en prie, vous pouvez si vous voulez vous installer au pupitre, je crois que c'est ça, hein? Ok, installez-vous au pupitre. Merci
Merci de conclure donc cette matinée et puis peut-être après tous ces échanges et ces analyses et ces visions et même ce poème, tracer quelques perspectives. Bien, merci à tous. Merci à vous pour ces interventions, ces échanges. Je continue à être heureux que vous soyez venus. Hein, vous disiez, je continue. Moi, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont fait qu'on a pu avoir cet événement aujourd'hui, à toutes les équipes du conseil départemental et ailleurs. Je crois que c'est important. On a entendu beaucoup de mots qui pour nous ont du sens et qui nous obligeaient derrière, et avec des mots qui sont cœur de ce qu'on doit faire, le lien avec nous-mêmes, le lien avec le territoire, le lien avec la nature, il faut qu'on y travaille. L'esprit coopératif, les réseaux de territoire, voilà, que chaque territoire expérimente, qu'on crée ces réseaux et on est à une bonne échelle pour le faire, mettre l'expérimentation au cœur, partout, essayer des choses nouvelles, effectivement, qui peuvent parfois nous surprendre. Et puis, il y a le fait qu'on considère ici qu'on a besoin, pour pouvoir être content de se lever le matin, pour pouvoir agir derrière, on a besoin de beaucoup de culture, beaucoup d'éducation, parce que si on n'a pas ça, on se fait plaisir quand on vient. Ce matin, on se fait plaisir, même avec ce qu'on a entendu. On a besoin de se faire plaisir et on a besoin de sortir de ce qui est aujourd'hui le discours permanent. Il faut que les choses soient simples. Non, les choses ne sont pas simples. Et il faut qu'on apprenne à tout le monde à aborder la complexité et à pouvoir faire ailleurs. Alors, on a beaucoup entendu et vous avez beaucoup parlé des questions du récit. Je voudrais juste citer un exemple. On en parlait ce matin. On a mis en place sur la question qui est une question très lourde pour notre territoire, qui est la question de la gestion de l'eau. On a mis en place un projet territoire. C'est une grosse mécanique, beaucoup de gens. Et au cœur, on a mis de ce projet de territoire un panel citoyen. Et ce panel citoyen, il est arrivé, alors je pourrais vous dire tous les sujets sur lesquels il nous a amenés à travailler. Il a fait 130 propositions, on travaille dessus, mais je voudrais juste vous dire que quand il nous a rendu son avis, à la fin de l'avis, il y avait une lettre. Cette lettre, c'était la lettre écrite le 18 juin 2050 par Augustin. Et Augustin, en fait, il se trouve qu'Augustin, il est né pendant qu'on travaillait avec le panel citoyen. C'était le fils d'une des personnes qui étaient dans le panel citoyen. Et il a assisté au panel citoyen parce qu'il venait régulièrement avec sa maman, son papa, au panel citoyen. Et il y avait cette lettre de 2050. Donc, que je vous lis. Aujourd'hui, j'ai pu à nouveau me baigner dans la Garonne et admirer le même couple de martins pêcheurs qui cohabitaient avec un oiseau inconnu. Cette année, je suis plus serein que l'an passé. Les réserves d'eau de pluie sont pleines et nos efforts d'économie paient. Les orangers et les dattiers ont bien donné. L'eau est bien un enjeu pour tous. Je siège demain avec les voisins et des élus pour la gestion coopérative de la microcentrale. Les événements climatiques à venir vont nous obliger à poursuivre nos efforts, mais je pense que vos combats nous ont préparés à ces adaptations permanentes avec mon affection la plus profonde, Augustin. Cette lettre, c'est devenu notre ligne directrice. Et lundi, on avait un comité de concertation avec tous les acteurs qui étaient là. Et il se trouve que, je leur ai dit à la fin, bon, vous savez, la lettre d'Augustin, tout le monde s'en souvenait, la lettre d'Augustin. Mais maintenant, en plus, Augustin, il a un petit frère. Donc, il va falloir s'occuper aussi de la lettre du petit frère. Donc, cette question du récit, vous avez raison. On a besoin de trouver ces récits et on a besoin d'y travailler. Alors, comment on travaille au niveau du conseil départemental? Juste pour vous dire, dans la période à venir, deux éléments de nature différente. La semaine prochaine, on a une session du conseil départemental qui est dédiée à la transition écologique. C'est la première fois qu'on fait une session dédiée. Et ça a été beaucoup dit, il faut sortir des silos, il faut sortir des silos. Tous les services seront concernés. Ce n'est pas juste les élus à la transition écologique qui vont intervenir. Il y aura des débats avec tout le monde. Mais on dédie cette session avec des sujets qui sont ceux que vous avez abordés. Je ne détaillerai pas, mais la biodiversité, on a la chance, les départements, d'être responsables d'une politique qui s'appelle les espaces naturels sensibles. C'est fabuleux parce que dans la définition de ce que doit être un espace naturel sensible, c'est un endroit où on doit protéger et on doit donner à voir. C'est magnifique comme mission. Il y en avait 0 il y a 6 ans. On s'était fixé comme objectif dans le premier mandat d'avoir 1000 hectares. La semaine prochaine, on va avoir 10 000 hectares.
Chaque hectare est différent. Il y en a qui font 0,5 hectares, il y en a qui font 4000 hectares. Il y a de tout. Mais à chaque fois, se pose une question, c'est avec qui on va faire la gestion. Avec qui on va faire la gestion? Parce que quand on crée un espace à la forêt de Buzet, il faut que ça soit avec les chasseurs qui sont à la forêt de Buzet, avec les gens qui font du VTT, qui ont tendance à aller déranger la faune un peu partout, avec les gens qui courent. Quand on est sur le lac d'eau, c'est avec les pêcheurs, c'est avec une centrale hydroélectrique qui est au milieu de l'espace naturel sensible. Donc à chaque fois, on a besoin de voir avec qui on travaille, parce que ce n'est pas nous qui classons, et puis après c'est fini, il y a une co-responsabilité, et on parle beaucoup de tourisme vert. Nous, on préfère parler de tourisme éco-responsable, parce que ce que les gens demandent en plus, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est ça. De la même manière, on a la question des déplacements, on va avoir beaucoup d'éléments sur cette question. Nous qui étions une collectivité réputée pour faire des ronds-points, vous savez, les départements, c'était les routes et les ronds-points, on va faire 100 km de réseau express vélo, on va accompagner les territoires sur le vélo, on va développer le covoiturage. Mais il y a une question qui est fondamentale sur ça, et j'y reviendrai, c'est qu'on est persuadé qu'au fond du fond, il faut quand même qu'on apprenne à faire moins de kilomètres. Et donc ça, c'est une question d'aménagement du territoire sur lequel nous, on pense qu'il faut travailler. Les questions de l'énergie, il y a Thierry Siot qui est là. Alors Thierry Siot, il s'occupe en même temps d'un syndicat d'électricité et de gestion de l'eau. Et oui, on a une question sur ce territoire. Les réserves hydroélectriques de nos montagnes, elles servent tout l'hiver à faire de l'énergie, et tout l'été, elles nous ont sauvé la Garonne. Et comment on fait pour articuler ça? Comment on fait pour le développer? Comment on fait pour mieux le gérer? C'est un débat qui est un débat citoyen. Et puis, on aura des débats sur l'agriculture qu'on souhaite. On a fait une mutation. On a un service d'accompagnement des agriculteurs important dans ce département, avec l'idée de toujours être aux côtés des agriculteurs. Il y a 6 ans, on l'a transformé, c'est devenu le service agroécologie. C'est pas que des mots, c'est vraiment un changement de métier. Et maintenant, on se pose la question, comment on fait pour travailler l'eau, comment on fait pour travailler les sols? Et on est dans l'accompagnement des agriculteurs, parce que c'est trop facile de dire il faut arrêter le maïs et puis tout ira bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut accompagner des agriculteurs pour des mutations. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et puis au-delà, on se lance dans ce qui pour nous sera, on ne sait pas encore le nom qu'on y donnera. Pour le moment, on l'appelle l'acte 3 de la transition écologique, mais c'est la manière dont on va travailler dans les années à venir. Et on se donne toute l'année 2023 pour réfléchir sur ces sujets. Et ce que vous nous avez présenté ce matin, c'est pour nous très important, parce que c'est le bon moyen de se poser les questions, et avec, bien sûr, il faut qu'on ait une approche systémique, parce que ce qu'on fait chacun dans nos silos, là, ça a des répercussions à côté. Donc on va partir avec l'idée d'associer tous les territoires, parce que on considère que c'est chaque territoire qui doit construire son récit, et nous on est là pour organiser les territoires, organiser les solidarités. On va travailler avec les élus et tous les services du conseil départemental. Ce matin, c'est pas si fréquent. On fait une réunion où il y a des élus de tous les territoires, des associations et des agents du conseil départemental. Et on tient à ça, parce que on doit embarquer tout le monde. Et l'élu qui s'occupe d'éducation, en ce moment, il se bat sur les cours Oasis. L'élu qui s'occupe du dialogue citoyen, elle est en train de préparer la première réunion de notre assemblée citoyenne. Et l'élu qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire, elle est en train de travailler sur ces sujets-là. On ne le fera pas non plus sans les scientifiques. Et c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup qu'on donne des connaissances, et on va travailler, comme on l'a fait, avec des universitaires qui nous aident à travailler sur le revenu de base pour les jeunes, avec des universitaires qui nous aident à travailler sur l'eau, le BRGM, Météo France, avec des agronomes, avec des botanistes, avec des écologues, avec des économistes de toutes sortes, parce qu'on a un faux prix Nobel là, ici à Toulouse, hein. Donc on en a un quand même, mais à côté de ça, on a des responsables, des économistes atterrés. C'est bien d'avoir tout le monde, ils étaient là il y a une semaine. On va travailler avec les associations, je ne les citerai pas toutes, mais ce qui est important, c'est que sur chaque sujet, on doit aussi, et on aide à créer des réseaux d'associations sur les thématiques. On a des gens qui sont très impliqués sur la gestion des arbres depuis très longtemps, qui nous aident à réfléchir sur comment on peut ramasser des graines locales et faire des plans locaux. On a des associations qui travaillent sur l'éducation. On a des associations sur les vélos et les placements doux qui sont... Alors à ce stade, c'est plus du poil à gratter, quoi. Voilà, ils nous grattent tout le temps, ils viennent nous challenger sur tous nos équipements, ils sont tout le temps là. On a des
des apiculteurs, on a des associations, et depuis maintenant 4 ans, systématiquement sur une politique, on associe ces associations qui ont un rôle de représentants des citoyens, un rôle aussi d'experts, et puis au fur et à mesure, ça se construit. Et je vous le racontais ce matin, hier soir, en quittant le conseil départemental, je suis passé à côté où il y a une structure associative, une structure qui se crée, qui est, je ne donnerai pas son nom, et j'ai rencontré les responsables qui m'ont dit ah oui, mais c'est super, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Oui, je leur ai dit que vous étiez là ce matin, elles étaient ravies, j'espère qu'elles étaient là maintenant. Donc il faut qu'on agglomère. Et puis il y a la question d'associer les citoyens. C'est une question permanente pour nous. On a mis en place le dialogue citoyen depuis maintenant 6 ans. Alors bien sûr, on crée l'Assemblée citoyenne, elle a été créée, elle va se mettre en marche, elle va travailler sur ces sujets-là. Mais c'est le souci qu'on doit avoir sur chaque sujet. Chaque sujet, il faut qu'on voit comment on associe les citoyens. On a fait de belles expérimentations avec un souci que vous avez évoqué, c'est qu'il faut aller chercher les gens qui ne viennent pas aux concertations. Ça ne se fait pas tout seul. Quand on a travaillé sur le RSA, sur le revenu de base, on les a associés. Voilà, donc on a de gros chantiers devant nous. Et pour conclure, je voudrais juste vous parler d'un livre là, qui sort aujourd'hui. Alors on est arrivé à trouver du papier, on est arrivé à trouver un super éditeur très, très engagé, et c'est la conclusion d'un travail qui est un travail de longue haleine. La loi française prévoit que chaque département doit faire un atlas des paysages. Alors on pouvait prendre le truc habituel, bon alors voilà, l'atlas, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Puis petit à petit on s'est dit mais c'est quand même super important cette question, il faut qu'on en fasse une histoire citoyenne. Donc on a travaillé avec les citoyens, on a fait des concertations, on est allé écouter comment les gens voyaient nos paysages, et on a construit ce qu'on avait obligation de construire. En plus on était des mauvais élèves, hein, on était presque parmi les derniers, pas avoir fait, et on a fait cet atlas, et puis on était tellement subjugué à la fin qu'on a dit il faut aussi, parce que normalement on fait le rapport, puis le rapport est parti, et puis voilà, c'est fait. Ça doit servir pour toutes les démarches officielles. Et on a dit on va en faire un livre, mais un livre dont l'histoire doit continuer. Et on a mis en place un système qui fait qu'on va suivre régulièrement l'évolution de ces paysages, donc, qui s'appelle Paysages de Haute-Garonne, un voyage de la plaine des grandes villes au sommet pyrénéen. On va vous le remettre, mais on le remettra à tout le monde. Ceux qui viendront boire un coup avec nous pourront partir avec cet ouvrage. Et je crois que si on doit se lever le matin avec une question, c'est quel paysage on laissera à nos enfants. Voilà. Merci, merci à tous et toutes, merci aux intervenants, merci pour la conversation. Merci aux équipes, à toutes les équipes qui ont effectivement rendu possible le moment, et en particulier l'équipe de communication, et aussi Patrick Gémena et Ghislain Frambourg, le directeur de la transition écologique et des mobilités. Je ne sais pas quelle phrase il faut retenir. Peut-être la plus courte et la plus simple, agir fait agir. J'aimais bien. Bravo, merci à tous.